Il y a quelques mois, Dr Marceau m'a dit « Stéphane, j'ai une présentation intéressante pour toi à faire, elle n'est pas compliquée, puis tu as énormément d'expérience là-dedans, les complications. » J'ai fini par bien le prendre, ça a pris quelques semaines, mais quand même, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. La manette, pour la flèche ici, comme ça. Donc, mes objectifs, ils sont simples, il n'y en a pas tant que ça. Je voudrais aider les gens qui ont moins d'expérience à diagnostiquer plus facilement les complications graves techniques qui sont associées aux différentes chirurgies bariatriques qui peuvent être faites, incluant aussi la bande gastrique. Bon. Juste peut-être une petite parenthèse, l'ère laparoscopique a quand même changé beaucoup de choses parce que ici, donc, ça fait presque 20 ans que je suis ici et il y a des complications immédiates qui ont diminué beaucoup. On fait juste regarder, par exemple, bon, la douleur post-opératoire, c'est pas une complication, diminution importante. Les fièvres post-opératoires qui nous font douter sur les complications ont diminué en fréquence et en importance. On avait souvent des patients qui faisaient 40 de température en chirurgie ouverte, chez qui on ne trouvait pas de complications et on ne voit plus ça avec l'ère laparoscopique. Donc, c'est un avancement. La téléctasie a diminué beaucoup. Encore là, une source de problèmes et d'inquiétude. La surinfection bronchique a diminué. Pneumonie, moins certain, mais assurément les surinfections bronchiques. Et les thrombophlébite sont de moins en moins fréquentes. D'ailleurs, si on regarde nos chiffres, nos taux d'embolie pulmonaire, en fait, quand je suis arrivé en 96, on avait un décès sur 125 patients opérés par embolie pulmonaire. Depuis l'ère Lebel, non, ça c'est une joke, depuis ce temps-là, avec l'amélioration des suivis des patients et d'un ensemble de facteurs, dont aussi la laparoscopie maintenant, on a fait chuter nos taux de mortalité, donc, par exemple, depuis 2006 à 2 patients sur 3900, et là-dessus, le deuxième patient, je l'ai inclus, il avait même dépassé le fameux 30 jours post-opératoire, je pense qu'il était à 35 jours post-op. Donc, c'est très peu. Mais on a quand même encore une embolie pulmonaire sur 756 livres diagnostiquée et une embolie pulmonaire sur 300 dérivations biopancréatiques. Donc, les paramètres subjectifs de complications graves en post-opératoire, la plupart d'entre vous, vous les connaissez, c'est évidemment fièvre, tachycardie, troubles respiratoires, confusion, leucocytose. Et l'autre très important qui doit être connu pour toutes les chirurgies bariatriques, c'est la fameuse douleur à l'épaule gauche, le signe de Kerr. On demande toujours ça aux externes. On demande même de l'épeler aussi. Alors ici, vous voyez, en fait, c'est lié au fait que l'origine du dent phrénique et des nerfs susclaviculaires sont de C3, C4 et les douleurs peuvent être perçues là. Mais si le patient bouge l'épaule, il n'y a pas de douleur. Mais en général, la douleur est ici, souvent antérieure, au-dessus de la clavicule ou même un peu postérieure. Toujours rechercher ce signe et devrait être noté au dossier en post-op de tous les patients. Donc, il peut aussi y avoir des causes susdiaphragmatiques de signes de Kerr, incluant l'embolie pulmonaire, la pneumonie et l'empième. Donc, je n'ai jamais oublié. Et comme je disais déjà, évidemment, la véritable douleur à l'épaule gauche que le patient a le droit d'avoir en post-opératoire. Si on regarde les autres causes, en fait, il y a des causes qui sont bien connues, c'est-à-dire qu'en laparoscopie, avec l'utilisation du CO2, on peut avoir des douleurs post-opératoires qui peuvent aussi être à l'épaule gauche, mais en général, elles vont migrer, elles ne seront pas constantes. Donc, en général, on s'en sort comme ça, mais on reste très prudent. Un drain en sous-phrénique gauche pourrait donner une douleur similaire. Encore là, on reste très prudent. Dans les causes graves, évidemment, on a la fuite gastrique, on a l'abcès paragastrique qui est en général associé à une fuite, et on peut aussi avoir un hématome sous-phrénique gauche, en fait, qui est la présentation classique du signe de Kerr qui était décrit dans les traumatismes de la rate. Il y en a un que j'ai oublié de mettre, on va l'ajouter évidemment, c'est l'ischémie, c'est l'infarctus splénique qui n'est pas si rare. De par le type de vascularisation de la rate, le pôle supérieur peut être vascularisé par des branches qui viennent de la gastrique gauche et on est obligé de les couper, ce qui fait qu'on a fréquemment en fait une petite ischémie du pôle supérieur gauche, mais qui ne s'accompagne pas nécessairement de douleur. L'hémorragie intra-abdominale, c'est la complication significative la plus fréquente qu'on a présentement. Nos chiffres, c'est probablement aux alentours de 3 à 5 % avec un taux de réintervention qui peut probablement s'approcher de 25 à 50 % de ces patients-là. Donc, en simple, si la présentation est précoce dans les premières heures post-opératoires, la plupart du temps, le patient va devenir instable hémodynamiquement. On devra le transfuser. On n'hésitera pas. On va le réopérer. Et les segments, en général, viennent soit des vaisseaux courts, restants, même s'ils ont été coagulés, ou de la tranche gastrique et parfois de branches qui se sont rétractées dans la rate. En passant, notre taux de splénectomie per-op et post-op pour des segments aussi a chuté de façon dramatique, 2 % avant, et depuis l'ère laparoscopique, c'est probablement 1 sur 750 maintenant, quelque chose comme ça. Si
Si le patient se présente en post-op 1, chute d'hémoglobine, pas instable, qu'est-ce qu'on fait avec l'hématome? Il n'y a pas de vraie réponse. J'ai cherché dans la littérature, c'est facile, j'en ai pas trouvé. Alors, s'il n'y a pas vraiment de consensus, on discute entre nous souvent. Un patient stable, petit hématome, plus bas, donc loin du pôle supérieur, en fait, de la partie supérieure de l'estomac, on a tendance à l'observer. Si l'hématome est important, on va plutôt avoir tendance à réintervenir, mais en fait, à chaque cas, une décision est prise, donc qui est ajustée. Si on parle maintenant de la fuite gastrique, nous avons environ 1% de fuite gastrique chez les patients qui subissent une gastrectomie pariétale et les dérivations biliopancréatiques, 0,2%, 5 fois moins. Notre estomac n'est pas très différent, mais juste assez pour diminuer ce risque de fuite. Il ne faut quand même pas oublier que si on fait juste une gastrectomie puis on le fait trop grand, bien, le patient n'aura pas une opération optimale non plus. Donc, c'est un bon chiffre. Dans les grandes revues, on parle d'à peu près 2,2% et dans les séries, on parle facilement de 1 à 10% de fuite gastrique. Donc, nos chiffres sont bons. Dans les définitions acceptées, on parle de la fuite aiguë, précoce, tardive, chronique, dépendamment du combien de temps s'est écoulé depuis l'intervention. C'est-à-dire que, évidemment, il y a deux aspects là-dedans. Il y a le moment du diagnostic. Ça ne veut pas dire que la fuite a uniquement commencé là. À mon avis, la plupart des fuites sont précoces dans la première semaine et certaines se présentent tardivement. Et il y a évidemment les aigus qui sont très précoces, qui en général ne sont pas subtils dans leur présentation. Donc, les plus fréquentes sont évidemment les fuites précoces et dans le premier 48 heures, la plupart du temps, ça mène une réintervention chirurgicale. Par la suite, c'est là qu'on va pouvoir avoir un traitement qui est ajusté. Alors, la présentation, c'est évidemment, plus c'est précoce, on peut avoir d'emblée un abdomen chirurgical, mais soyez prudents, on peut avoir un signe de Kerr isolé avec une fuite gastrique, une douleur au dos avec une fuite gastrique. Donc, toujours bien rechercher ces signes-là. Oui, on pense à la tachycardie, à la leucocytose et la fièvre, évidemment, mais ces signes subtils-là peuvent nous aider à diagnostiquer précocement le problème. Dans les fuites qui se présentent plus tardivement, en général, le tableau peut être plus frustre. Encore là, le signe de Kerr peut prendre une place qui est importante, mais une température isolée récurrente pourrait être aussi un signe. Et n'oubliez pas qu'en général, effectivement, les présentations tardives, c'est rare que les patients sont toxiques. Donc, le diagnostic est fait au TDM, au TACO si vous préférez, et parfois on pourrait poser le diagnostic en procédant à une endoscopie digestive. Ça pourrait arriver dans une présentation plus tardive où on pourrait trouver un pertuis qui est presque toujours au même endroit, c'est-à-dire à la partie supérieure de notre résection. Le traitement, c'est un abcès intra-abdominal, c'est une infection, donc on contrôle le sepsis localement, on le contrôle de façon systémique, on utilise des antibiotiques, on contrôle l'état nutritionnel dès que possible pour favoriser la guérison et on essaie de comprendre pourquoi le patient fait une fuite, c'est essentiel. Est-ce qu'il y a eu une fuite de la tranche? Est-ce que c'est associé à une fuite de la tranche, évidemment, mais est-ce que c'est associé à un rétrécissement ou non? À l'ère de... Oups! À l'ère de la chirurgie ouverte, de DBP ouverte, lorsque nous avions des fuites gastriques, le traitement, c'était drainage antibiotique et la plupart des cas, au moins 80%, guérissaient juste avec un drainage. Donc, c'est encore possible si un patient a une fuite gastrique sur un estomac qui semble bien en ligne droite, qui a été faite de façon optimale et qui n'a pas de signe mécanique évident associé, il pourrait guérir juste uniquement avec des antibiotiques et un bon drainage. La réparation précoce, en général, ça ne fonctionne pas. Et la réparation tardive, on parle d'au moins d'une attente de 3 mois avant de penser à une réintervention pour aller réparer l'estomac. Quand on draine, il y a plusieurs façons, soit chirurgicalement parce qu'on n'a pas le choix de réintervenir, percutané, souvent c'est difficile parce que l'accès à l'espace sous-phrénique gauche est difficile et donc le taux d'insuccès malheureusement est élevé. Et il y a une façon moderne qu'on fait peu encore ici, mais c'est une approche endoscopique où on descend un gastroscope, puis on peut mettre des pigtails, 2 idéalement, qui vont de la cavité abcédée jusqu'à l'estomac. Évidemment, on va se servir de ça quand le patient n'est pas en péritonite, ce ne serait pas une option dans ces cas-là. L'utilisation de l'entoprothèse, dans notre expérience, malheureusement, les patients en souffrent. Les patients, ça guérit rarement les fistules, mais l'élément clé que ça peut jouer, c'est dilater un endroit qui est rétréci. Donc, ça pourrait aider à la guérison de la fuite. Mais malheureusement, et ce qu'il faut savoir de la littérature, c'est que lorsqu'une fuite dépasse 10 semaines et qu'on pense essayer de la traiter uniquement avec une prothèse, le taux de succès va être très faible. Là, on parle évidemment d'endoprothèse expansible qu'on va installer dans l'estomac.
déjà abordé. Le traitement de fuite chronique persistante, en fait, c'est que dans les approches pour le traitement tardif, on pense à une réintervention. Malheureusement, la réparation primaire, pour l'avoir essayé, ça ne fonctionne pas souvent. Donc, la façon de faire de nos jours, c'est plus penser à monter une anse sur la fuite de l'estomac ou, dans certains cas, procéder à une gastrectomie totale. Mais le choix numéro 1 présentement, c'est le montage d'une anse jéjunale pour aller anastomoser au trou pour permettre une dérivation du problème. Les complications des anastomoses gastro-jéjunales, en fait, dans le bypass, bien que ce soit à la partie supérieure de l'estomac, en général, répondent très bien au traitement de chirurgie, drainage et antibiotiques avec une guérison sans intervention complexe par la suite. On peut dire la même chose de la duodéno-iléostomie où, en général, quand on a un bon drainage chirurgical, la fuite guérit comme ça. Et on a ces taux de complications de duodéno-iléostomie est faible, il doit être de l'ordre d'à peu près 1,5% présentement. Les complications aux anastomoses du pied de l'anse sont relativement rares, mais en faisant notre montage, on pourrait nécessairement avoir une sténose qui pourrait causer obstruction et pourrait nécessiter une réparation. À ce jour, je ne pense pas qu'on ait eu. On a eu des cas où il y a drainage de tube gastrique en post-opératoire associé à une dysfonction du pied d'anse plus qu'une obstruction en tant que telle, et en général, ça répond au traitement médical. Donc, si vous êtes convaincu que vous avez bien fait de votre pied d'anse, en général, ça répond au traitement médical seul. Sujet très important, bien qu'en général, cette présentation-là soit beaucoup plus tard après l'intervention chirurgicale. Il faut absolument savoir qu'un bilan hépatique perturbé chez un patient qui a subi une chirurgie bariatrique avec un montage en Y de roue peut se présenter donc avec un tableau de douleur abdominale, bilan hépatique perturbé, plus ou moins amylase augmentée, et malheureusement, souvent, le diagnostic retenu, c'est pancréatite avec iléus. Votre pancréas au taco, il n'est pas malade, il a l'air normal. Mais là, votre patient, en fait, il est en obstruction intestinale sur son anse biliaire et il va en mourir si vous intervenez pas de façon adéquate. Donc, les points clés à retenir quand un patient arrive avec un bilan hépatique perturbé puis une chirurgie bariatrique, est-ce qu'il y a eu un montage en Y de roue? Essentiel, parce que s'il y en a un, vous êtes dans une zone dangereuse. Est-ce qu'il y a une zone aussi sur le TDM? C'est une zone de transition sur le grêle, c'est pas un iléus, c'est une obstruction mécanique. On peut voir aussi des signes qu'on appelle le worst sign, en fait, c'est la tornade, je vais vous le montrer sur la prochaine diapositive. Et évidemment, retenez toujours, si un patient est en train de mourir d'une pancréatite, vous voulez que votre radiologiste vous le montre, ce pancréas-là, parce qu'il n'a pas l'air normal. Il ne peut pas juste avoir de l'édème autour. Il est malade, il est inflammé, il a l'air de la chienne à genre, comme on dirait, mais soyez très, très vigilants avec ce signe-là. Cette image-là est, tant qu'à moi, spectaculaire. On voit en plein centre, on voit ici le duodénum qui est distendu. Ça, c'est l'anse biliaire qui est distendue avec plein de liquide. Le contraste ici est en l'anse alimentaire stricte. Puis ici, vous avez votre côlon droit. Alors, il y a un transit qui est maintenu. Pourtant, le patient est en obstruction sévère. Il a besoin d'une chirurgie. Vous regardez son rayon X, ça a l'air de rien du tout. Donc, toujours très prudent avec un patient, montage en Y de roue. C'est la même chose pour le rouage gastrique bypass d'ailleurs. Ici, c'était juste pour vous montrer une image. On voit un swirl sign ici. Vous avez une impression de mouvement en rotation comme une belle tornade. Donc, toujours un signe à rechercher qui peut s'associer à l'ischémie. OK. Donc, ici, c'est pour vous montrer quand on a des hernies internes qui peuvent causer des problèmes d'obstruction aiguë et de souffrance intestinale. Donc, l'intestin peut pas. Okay. L'intestin peut passer ici derrière notre anastomose au pied d'anse si on ne ferme pas ce qu'on appelle la fenêtre mésentérique ici et pourrait passer entre l'intestin et le méso du côlon, ce qu'on appelle la fameuse fenêtre de Peterson qui est encore là un site potentiel de problème. En général, on ferme les fenêtres mésentériques, la Peterson, pas tous les chirurgiens, mais celle d'en bas, oui, on la ferme pour essayer d'éviter le problème en question. Ici, un autre cas très intéressant puis important, c'est un patient qui s'est présenté 3 semaines post-op. Il avait fait un hématome post-opératoire. Il revient parce qu'il a mal au ventre, puis c'est bizarre, puis il prenait des narcotiques en pré-op, puis bon. Alors, les infirmières sont inquiètes à raison. Et puis, on décide de lui refaire un taco. Puis là, on voit le radiologiste, ici, il y a une infiltration, il y a comme de l'édème ici proche du pancréas, mais le pancréas n'a pas l'air normal. Et puis,
Il dit donc ça doit être une pancréatite. Mais on avait revu un cas de mortalité d'un patient qui avait fait un problème autre, puis quand j'ai vu ça, puis qu'on voit qu'il n'y a pas d'infiltration du pancréas, je dis moi j'aimerais mieux voir la veine porte. Puis là, quand on regarde la veine porte, vous voyez ici, ça c'est le TACO qui a été fait 2 semaines avant, puis là c'est le TACO avec la même technique d'infusion. Ce patient-là, il y a une thrombose de la veine porte, et le diagnostic a retenu à l'image initialement ses pancréatites. Rapidement, on a eu ce diagnostic-là, on l'a traité en anticoagulant, puis il s'en est bien sorti, ce patient-là. On a un autre cas, malheureusement, chez qui le diagnostic n'a pas été posé. Les gens pensaient une pancréatite. Le patient est devenu toxique. On dit c'est la pancréatite qui fait mourir le patient et il en est mort. Mais ce patient-là, il n'avait pas de pancréatite et son pancréas, au TACO, il était normal. Il y avait de l'édème péripancréatique. Donc, ça, c'est un des messages les plus importants que je veux que vous reteniez. Un pancréas qui n'a pas l'air malade, ça ne tue pas un patient. Okay. Donc ça, c'est la thrombose de la veine porte qui a été décrite dans les dernières années, qui peut se retrouver dans 1% des cas de gastrectomie pariétale. Nous, on a eu 2 cas, donc un décès, donc 50% de mortalité. Et ça peut être lié à des coagulopathies de base, ça peut être associé évidemment, techniquement, lors de l'intervention, on pourrait malheureusement comprimer la veine porte ou avoir des problèmes anatomiques lors de l'intervention. Ou en post-opératoire, on sait aussi qu'une situation comme une pancréatite avec inflammation pourrait aussi effectivement causer une thrombose de la veine porte. Ça, c'est un élément important. Ça, je pense. OK, donc le traitement, on a dit anticoagulation. J'ai parlé des 2 cas qu'on a vus ici. Et une petite parenthèse, je pense que c'est important. La bande gastrique, on n'en fait pas ici, mais il faut connaître ça. Vous n'en avez pas dans votre milieu, supposons, il faut connaître ça. Il faut connaître les complications graves qui peuvent survenir. La première, en général, les patients sont encore à l'hôpital. C'est une fuite. Lors de l'installation, il pourrait avoir une perforation gastrique et le patient se présente en péritonite comme un patient qui a une gastrectomie pariétale. Traitement à ce moment-là, retirer la bande, réparer le trou si possible, drainer, nourrir le patient. Il devrait guérir à ce moment-là. L'autre complication importante à connaître de cette intervention, c'est évidemment le glissement de la bande gastrique qui peut s'associer à des symptômes moins graves, c'est-à-dire une dysphagie de plus en plus importante, mais ça peut s'associer aussi à une ischémie gastrique puis une nécrose gastrique. Donc, un diagnostic précoce est important. Ici, à cause de la ligne, on voit moins bien, mais la bande ici est en angle, suivant cette ligne-ci, et on ne voit pas le trou central de la bande, l'espace central. Ici, vous voyez, on voit le trou, puis on voit encore mieux ici, c'est bien entouré. Donc, cette bande-là est glissée, puis elle est plus basse qu'elle devrait être. Donc, dans le doute, vous faites un rayon X. Évidemment, dans le doute, puis c'est vrai pour les autres chirurgies bariatriques, vous demandez quelqu'un qui connaît ça. Surtout dans le cas peu importe la chirurgie, peu importe le moment, vous pensez que ça peut être une complication de chirurgie bariatrique, servez-vous de l'expertise qui existe déjà. C'est très, très important. Donc, en conclusion, toute chirurgie bariatrique peut développer une complication abdominale haute sous forme de fuite gastrique. La présence d'un signe de Kerr est important à rechercher et peut nous aider à poser des diagnostics précoces de complications qui peuvent être très graves. Le slippage, on a déjà parlé. L'autre message très important, la perturbation du bilan hépatique et ou pancréatique chez un patient qui a un montage en Y de roue doit vous faire penser à une complication mécanique sur l'anse biliaire. C'est essentiel, c'est très important. Et évidemment, je vous l'ai déjà dit 3 fois, donc un pancréas normal, ça ne tue pas un patient. Je vous remercie.